Je suis Julien Malara, j'ai 26 ans et je suis youtubeur depuis maintenant 6 ans. J'en vis aujourd'hui, c'est mon métier. Quand j'ai eu 20 ans, je suis rentré à Sciences Po et j'ai commencé à apprendre beaucoup de notions politiques. J'ai eu envie du coup de changer le monde. Et comment changer le monde? En discutant avec les gens, en leur montrant des alternatives, en leur montrant qu'on pouvait construire un autre système, qu'on pouvait changer le système. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube avec cet objectif de partager tout ce que j'apprenais à Sciences Po, tout ce que j'apprenais à côté lors de mon militantisme politique. Et vraiment voilà, le but c'était de partager pour convaincre et changer les choses. Salut, moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaie aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Cette chaîne que j'ai créée, elle s'appelait à l'époque Demos Kratos, le pouvoir au peuple, parce que mon objectif c'était voilà, de dire il faut développer une démocratie, d'où le Demos Kratos, où le peuple aurait le pouvoir. Donc voilà, en se réinstruisant, en reprenant des outils politiques. Et donc sur cette chaîne, je traitais autant d'actualités politiques que de sujets plus avant-gardistes, quoi. Des choses où je savais très bien que ça allait être un peu radical, mais c'était pour donner des pistes de réflexion pour comment changer le système dans 50 ans, dans 100 ans, en faisant évoluer les mentalités petit à petit. À Sciences Po, j'essaie aussi de changer les choses. Je discutais avec mes camarades, avec mes professeurs, mais ça prenait beaucoup de temps en fait de convaincre chaque personne ou de donner mes arguments à chaque personne. Et je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de rester dans Sciences Po et avoir cet entre-soi. J'avais envie de parler à d'autres gens, de partager ces connaissances et ces discussions à d'autres gens. Et donc YouTube me permettait de toucher des centaines de personnes au début, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers. Puis là, sur certaines vidéos, des millions. Donc c'est un haut-parleur formidable, quoi, que je n'aurais pas eu si j'étais resté hors d'Internet, on va dire. Au début, la chaîne a très peu d'abonnés. Bien évidemment, voilà, je mets plusieurs mois à atteindre les 100 abonnés. Je mets, je crois, 1 an à atteindre les 1000. Donc ça se fait très progressivement. Au début, je parle à très peu de monde, donc je me dis que ma parole a pas beaucoup d'influence. Je peux raconter des choses où je suis pas sûr de ce que je dis, parce que de toute façon, voilà, ça touche très peu de monde et j'ai moins de responsabilités. Puis petit à petit, la chaîne atteint les 10 000 abonnés, les 100 000, aujourd'hui plus de 130 000. Donc là, effectivement, la responsabilité de ce que je dis est tout autre. Il faut que je travaille beaucoup plus mes sujets, que je sois beaucoup plus raisonné dans ce que je dis, ou du moins pas neutre, mais que je pèse le pour et le contre à chaque fois que je donne, finalement, plutôt que de donner une seule vision des choses, que je donne plutôt une vision globale et laisser les gens se faire leur propre avis là-dessus. Parce que quand on touche des centaines de milliers de personnes, on est aussi exposé très vite à la critique. Si je donne mon opinion, je vais avoir 50 000 personnes qui vont me dire « je pense différemment que toi parce que ça ». C'est super. C'est pour ça que l'espace commentaire de la chaîne YouTube est si important, parce que c'est un endroit de débat. Mais c'est là aussi où ça peut être très anxiogène, parce que suffit que vous disiez une information incorrecte ou contestable ou critiquable, vous allez devoir faire face à des milliers des fois de commentaires de critiques. Et si vous n'acceptez pas de vous dire « c'est le jeu, il ne faut pas que je le prenne pour moi personnellement, mais c'est le jeu de débattre et d'accepter la critique et d'y répondre », on peut le vivre très mal. Moi, il y a maintenant les commentaires, on va dire, haineux, où c'est vraiment des critiques pas constructives. J'ai appris à les mettre de côté et à pas y faire attention. Limite, ils me font rire. Je me fais un dossier vraiment avec tous les commentaires haineux, et parce que c'est trop marrant, quoi. Les gens ragent pour rien. Et de l'autre côté, il y a les critiques constructives, où là, j'y réponds et ça permet d'alimenter aussi ma réflexion. C'est pour ça vraiment que cette chaîne YouTube, elle est importante, parce que c'est pas juste moi qui parle aux gens, c'est pas de la télévision. C'est moi qui donne mon avis et ma compréhension des choses, et les gens qui me répondent leur compréhension des choses, leurs avis. Et la vidéo, je le dis toujours comme ça, ma vidéo c'est 50% de ce qui est intéressant, et le reste, 50%, c'est l'espace commentaire. C'est ce que les gens vont venir amener, c'est moi qui vais dire « effectivement, j'aurais dû dire ça comme ça, c'est mieux », ça vient compléter. Et c'est ça Internet, c'est le dialogue.
YouTube, c'est des relations avec les gens en ligne, mais c'est aussi des relations avec les gens dans la vraie vie. Et par exemple, notre entourage proche, quoi. Nos parents, nos amis qui nous voient en train de raconter des choses sur Internet, c'est aussi un type de relation à gérer. Et mes parents, au début, juste, ça les faisait marrer vite fait. Voilà, je faisais des vidéos. J'ai pas toujours fait des vidéos politiques. Avant, je faisais des vidéos humoristiques. Donc, je touchais déjà un peu l'audiovisuel avant ça. Donc voilà, ça les a toujours fait marrer. Ils ont toujours eu peur quand même que je m'affiche trop sur Internet, que je m'expose, quoi. Parce que c'est un peu le Far West, quoi, Internet. Hein. On s'expose, on se met à la merci de millions, de milliards de gens à travers le monde. Donc mes parents, au début, étaient un peu, je dirais, effrayés que je m'expose autant. Puis ils étaient effrayés que je raconte n'importe quoi. Surtout que j'ai pas forcément les mêmes idées politiques qu'eux, donc des fois ils disaient que je racontais n'importe quoi et qu'il fallait pas que je raconte ça sur YouTube parce que j'allais, pareil, m'exposer à la critique. Puis petit à petit, ils ont vu que quand même mes vidéos étaient bien construites, que je commençais à en vivre aussi. C'était une de leurs craintes. Ils se disaient, mais tout le temps que tu passes sur YouTube, tu le passes pas dans tes études, dans les choses concrètes, un métier qui gagne de l'argent. Une fois que la chaîne YouTube a pu générer de l'argent, ils ont eu un autre regard là-dessus. Ils se sont dit, ok, c'est peut-être son métier, donc c'est peut-être normal qu'il passe du temps à le faire. Peut-être que c'est intéressant, il faut qu'on s'y intéresse plus. Tu vois. Ça s'est fait petit à petit comme ça. Beaucoup de gens veulent être youtubeurs aujourd'hui. Et moi, j'échappe pas à cette règle. J'ai voulu être youtubeur depuis des années. Et j'ai eu la chance de commencer à une époque où j'étais étudiant. Donc j'avais pas à me soucier de la question de l'argent. Parce que je faisais ça de manière bénévole. À côté, j'avais mon appart étudiant, enfin je faisais mes études. Donc j'avais pas besoin de gagner de l'argent. Et ça, c'est très important quand on se lance sur YouTube, à mon avis, c'est que j'ai pas réfléchi à la question de la rentabilité dès le début. Donc j'ai pas embauché du monde, etc. Je faisais tout seul, ou alors des amis m'aidaient sur certains points, mais j'ai pas eu cette logique économique et cette logique de je veux du succès à tout prix. Ce qui m'a permis de développer la chaîne un peu comme je le voulais. Mais j'ai quand même à un moment voulu avoir plus d'abonnés. Donc j'ai fait la technique de faire une vidéo par jour pendant un mois parce que pour exister sur Internet, il faut exister tout court et pour exister, il faut créer du contenu en fait. Donc c'était une de mes techniques qui est connue sur YouTube, de faire beaucoup de contenu pour ramener du monde. Et en ramenant du monde, la chaîne grossit. Les gens s'attendent à ce que la qualité des vidéos augmente, la chaîne commence à générer des revenus, on va dire au-delà de 10 000 abonnés, on commence à avoir les premiers revenus, de la publicité, du Tipeee, des sponsors. Donc ce qui au début était un peu quelque chose d'amateur que je faisais en plus des cours, commence à se professionnaliser parce qu'il y a de l'argent qui rentre en jeu, la qualité doit augmenter, donc je dois m'entourer. Donc là, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes qui au début étaient bénévoles, puis que j'ai rémunérées. Aujourd'hui, on a donc plus de 100 000 abonnés et on est 3 à travailler sur la chaîne. Un monteur, un cadreur et moi qui suis à l'écriture, la production, la réalisation. C'est très important de savoir s'entourer parce que ça permet d'augmenter en qualité la production audiovisuelle, mais ça demande du coup une organisation économique totalement différente parce qu'on doit payer 3 salaires maintenant, plus des bureaux. Donc je dirais, si j'avais un conseil dans le mode d'emploi YouTube, c'est partez pas avec cette idée que vous allez en vivre, que vous voulez embaucher 3 personnes et que vous voulez directement partir avec une équipe où ça va vous coûter 5 000 € par mois pour produire votre chaîne YouTube. Vous pouvez faire ça si vous êtes une boîte de prod et que vous avez les fonds qui suivent derrière. Si vous êtes quelqu'un juste de passionné, commencez simple. Un téléphone, quelque chose qui vous coûte pas cher en installation, une lumière, un téléphone, un bon micro. Vous commencez vraiment en parlant de votre passion, vous allez augmenter petit à petit vos compétences, mais commencez avec quelque chose qui vous coûte rien. Puis petit à petit, si ça marche, augmentez votre équipe et continuez à faire progresser votre chaîne. Ça ne sert à rien de commencer avec le meilleur matos, une équipe de 10 personnes et un truc qui vous bouffe tellement d'argent que ça va tenir 3 mois et s'effondrer. Vraiment, mettez votre passion, votre propos en premier, la technique en deuxième. Il faut quand même un minimum de technique pour que le son soit bon, que la lumière soit bonne et la caméra, toutes les caméras sont bonnes aujourd'hui. Voilà, donc votre passion, un peu de technique. Et ensuite, vous faites grandir votre structure si ça marche. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être connu, c'est pas de pouvoir forcément vivre de la vidéo d'ailleurs. Les compétences que j'ai acquises grâce à ma chaîne YouTube m'ont permis donc de développer ma chaîne YouTube, d'en vivre,
mais aussi d'avoir des compétences que je peux revendre à des entreprises quand je filme des vidéos institutionnelles pour elles. Donc voilà, c'est vraiment ma vie professionnelle aujourd'hui, c'est youtubeur certes, mais c'est surtout vidéaste. Et donc je travaille en tant que vidéaste. Et ma vie aujourd'hui, c'est 2-3 jours par semaine la chaîne YouTube et 1 à 2 jours des vidéos pour des entreprises, des associations, des choses plus institutionnelles. Finalement, voilà, je suis youtubeur vidéaste. Et si YouTube un jour s'écroule, je resterai vidéaste et j'irai sur d'autres plateformes. Voilà. En tout cas, il y a 1000 façons d'être youtubeur, il y a 1000 façons d'être vidéaste. Vous pouvez bosser un peu comme vous voulez. C'est ça qui est bien dans ce métier, c'est que votre temps, c'est vous qui le gérez. Et c'est là où il faut faire attention, c'est ne pas tomber dans l'extrême où on va bosser tous les jours, toutes les nuits, qu'on ne va plus réussir à séparer vie privée, vie professionnelle. Moi, au début, comme tout youtubeur, je bossais dans mon appart. Et donc, vie privée et vie professionnelle, c'était la même chose. Ça a failli me détruire. C'est un des conseils que je vous donnerais, c'est réussir au bout d'un moment, quand ça fonctionne, à avoir un endroit de tournage, un endroit de travail séparé de chez vous pour pouvoir séparer vos deux vies et avoir un équilibre quotidien beaucoup plus sain et qui vous permette de tenir dans la durée. Rentrons maintenant un peu dans le cœur technique du sujet et le cœur juridique. Comment est-ce que j'ai organisé en fait administrativement toute cette activité? Au début, quand j'étais amateur, je gagnais un peu d'argent par-ci par-là, l'État s'en foutait. Puis au bout d'un moment, quand je commençais à gagner plusieurs milliers d'euros, il fallait déclarer ça à l'État. Donc soit je devais me mettre en auto-entrepreneur, soit ce que j'ai décidé de faire, c'était de créer une association qui gagnerait tout cet argent. Et ensuite, l'association utiliserait cet argent pour investir dans du matériel, payer des gens et payer des locaux. Donc aujourd'hui encore, ma structure administrative, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif, qui paye des intermittents du spectacle. Donc moi et mes collègues, on est intermittents du spectacle embauchés par cette association. Et ça permet d'éviter d'être auto-entrepreneur et d'avoir une structure collective où on peut bosser à plusieurs. Et l'étape, on va dire, d'après, mais qui serait vraiment, si on faisait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce serait de transformer l'association en entreprise. Je dirais c'est un peu les 3 points. Auto-entrepreneur, c'est très simple et c'est quand on peut être tout seul et voilà. Association, quand on est plusieurs et ça a aussi d'autres avantages, avec intermittent du spectacle ou des salariés en CDI ou en CDD. Et la dernière étape, c'est l'entreprise. Et là, il y a 1000 formes. Là, je vous conseille de vous faire aider par un comptable. Maintenant que j'ai achevé, on va dire, tous mes objectifs, mon objectif de vivre de YouTube, mon objectif d'avoir une équipe qui travaille avec moi, d'avoir des locaux, quelle est la suite? La suite, c'est peut-être un jour quitter YouTube. Parce que maintenant que j'ai fait 6 ans de YouTube, de stresser parce que les abonnés montaient pas assez vite, de stresser parce que j'avais pas les revenus de la publicité de YouTube, de stresser parce qu'un sponsor me lâchait, donc j'avais plus de quoi financer mes vidéos, stresser parce que je dois demander des subventions, c'est énormément de stress YouTube. Et stresser aussi parce que ma vidéo a fait que 9000 vues alors que d'habitude elle en fait 12 000, pourquoi ça baisse, ça devrait monter, cette culture de la croissance, faire toujours plus de vues, plus d'argent, c'est trop stressant. Et vraiment cette dose de dopamine aussi. C'est-à-dire que on a toujours besoin d'être plus de vues. Aujourd'hui, quand je fais 10 000 vues, je suis mal parce que je me suis habitué à faire beaucoup plus. Alors qu'à l'époque, il y a 6 ans, si je faisais 10 000 vues, c'était génial. Et en fait, pourquoi je dis que voilà, la suite, c'est réfléchir à comment quitter YouTube, c'est parce que les réseaux sociaux et ce besoin constant de dopamine, c'est destructeur pour la qualité de vie, quoi. J'aimerais bien arriver à faire une transition vers un modèle où ce serait plus produire du contenu en boucle pour exister, mais prendre le temps peut-être de produire des choses plus longues, des documentaires, des reportages, et essayer peut-être de réussir à les vendre à des plateformes comme Netflix ou autres pour sortir de la dictature des réseaux sociaux, du temps court et de la visibilité de la dopamine et revenir sur quelque chose peut-être de créatif, posé, où on sépare les producteurs de contenu et les distributeurs. Parce que quand vous êtes youtubeur, vous êtes tout. Écrivain, producteur, distributeur, tout ça. Et ça fait du bien de réfléchir à quelque chose où on est juste producteur de contenu et on laisse la distribution à des distributeurs. Finalement, séparer les tâches pour être
pour se consacrer à ce à quoi on est bon. En sortant de Sciences Po, j'avais deux choix. Soit je partais en master audiovisuel pour continuer ma chaîne YouTube, mes projets audiovisuels, mais avec un cadre institutionnel, éducatif, normé, quoi. Ou je lançais mon truc et j'apprenais par moi-même. J'ai essayé le master, ça m'a pas appris grand-chose finalement, c'était de la formation qui me convenait pas, donc je me suis lancé tout seul. Et YouTube m'a appris énormément de choses, ça m'a appris vraiment à produire de la vidéo avec très peu de choses, quoi. Un téléphone, une petite lumière, un petit trépied, enfin avec très peu de choses, produire des vidéos à mon sens exceptionnelles. Alors qu'au master, dès que je disais que je voulais produire une vidéo, il me disait « Ok, mais la caméra c'est 10 000 €, faut payer un technicien lumière ». En fait, YouTube m'a appris à faire des vidéos avec très peu de moyens. Et c'est vraiment là où je suis reconnaissant de mon parcours YouTube et de mon parcours un peu j'expérimente par moi-même. C'est que du coup, aujourd'hui, sur le marché du travail de l'audiovisuel, je peux faire des prestations, on va dire, audiovisuelles pour 5 fois moins cher que des professionnels qui ont fait un parcours classique, parce que je sais faire avec moins, mais aussi bien. Et ça m'a donné un avantage considérable dans le monde de l'audiovisuel, et même pour moi finalement. Quand je veux réaliser des projets, j'ai pas besoin de me dire « Ok, ça va me coûter énormément cher, machin ». Je me dis « non, en fait, j'ai déjà mes caméras, je peux faire avec très peu, quoi ». Et c'est ça, vraiment, faire avec peu, c'est vraiment la meilleure philosophie, je pense. Quand j'ai commencé la chaîne, c'était vraiment pour partager les idées que Sciences Po m'amenait, donc je voulais partager ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'au début, c'était moi qui partageais beaucoup, puis après, j'allais voir d'autres personnes pour faire des reportages, pour faire des portraits comme celui qui est en train de se faire actuellement. Et en rencontrant toutes ces personnes, ça a considérablement enrichi ce que je connaissais. Finalement, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est plus moi qui devais transmettre mes connaissances aux gens, parce que je n'avais pas des connaissances infinies, mais je devais me servir de mes connaissances pour trouver des gens encore plus intéressants que moi. Et je ne suis pas très intéressant, donc c'était bien que j'aille voir d'autres personnes. Et ces autres personnes m'ont appris beaucoup, ont permis d'apprendre beaucoup aux gens qui regardaient ma chaîne, et ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir. Finalement, Sciences Po m'a appris des bases, mais c'est mes reportages et mes documentaires qui ont fait le militant politique que je suis aujourd'hui. J'ai commencé en étant un peu communiste, puis j'ai évolué vers l'écologie, vers l'anarchisme. Aujourd'hui, je ne saurais même plus dire ce que je suis, tellement j'ai rencontré de choses et de personnes différentes. Vraiment, mon aventure YouTube m'a construit. Mais comme n'importe qui, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, notre vie globale nous construit. Et moi, toutes les rencontres et tous mes reportages ont construit le militant que je suis aujourd'hui. Si je devais dire un mot de la fin, c'est que vouloir être youtubeur, c'est vouloir partager des connaissances, et ça peut se faire finalement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook ou au-delà, en faisant des conférences, en diffusant sur Netflix, à la télévision. Ne vous cantonnez pas à une plateforme, ne vous dites pas youtubeur, mais dites-vous créateur, et allez créer partout où vous pouvez créer.